Bienvenue dans la première conférence de l'année 2022 organisée par Conscience Rennes. Donc nous, on est une association étudiante antispéciste. Donc on vise à informer, sensibiliser, ouvrir le débat sur la cause animale sur le campus de Rennes 2. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux pour suivre les actualités et ne pas louper nos prochains événements. Donc aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Axel Priusbroer, donc journaliste pigiste et co-autrice de Solidarité animale défend la société spéciste. Du coup, grâce à la librairie Le Fayard, vous pourrez acheter le livre à la fin de la conférence si vous voulez. Donc, merci Axel d'avoir l'invitation, et bonne conférence tout le monde. Merci beaucoup Valentine, merci à Sentience Rennes pour l'organisation et merci à vous d'être ici ce soir. En complément du livre qui a été amené par la librairie, je signale que j'ai ramené également des autocollants, des marque-pages et un texte que vous pouvez trouver sur la première banquette là devant. Donc il y a des autocollants et des marque-pages d'une revue en ligne qui s'appelle L'Amorce. C'est une revue en ligne contre le spécisme. Et le texte, en fait, c'est une lettre ouverte aux féministes, aux groupes féministes, pour leur demander de prendre en compte la question animale davantage qu'elles ne le font aujourd'hui, avec tout un argumentaire sur les raisons pour lesquelles ça serait une bonne chose. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous servir, vous pouvez repartir avec, c'est gratuit. Donc moi, je vais vous faire une conférence qui est directement issue d'un article que j'ai écrit pour la revue Mouvement, le numéro 108 de la revue Mouvement. En fait, on m'a demandé d'écrire un texte pour le dossier dont le thème était Utopie. Et donc on m'a donné carte blanche pour écrire un texte sur l'utopie d'une société humains-animaux débarrassée de l'exploitation. Et du coup, j'ai écrit un texte qui s'appelle « Spécisme, abolir ne suffira pas », que vous pouvez trouver sur le site de la revue Mouvement, qui est mouvement.info. Et du coup, les idées contenues dans cet article et que je reprends dans cette conf, ce ne sont pas des idées spécialement inédites, parce qu'en fait, ce sont des idées qui sont discutées en éthique animale depuis une dizaine d'années, 10-15 ans. Et notamment qui sont discutées depuis la parution en 2011 de Zoopolis, qui est un ouvrage de théorie politique écrit par des philosophes canadiens, Sue Donaldson et Will Kymlicka. Je me suis beaucoup inspirée de cet ouvrage pour cette conférence, en sachant que Zoopolis a été traduit en 2016 en français. Vous pouvez voir la couverture de la traduction à droite. Donc ma présentation aujourd'hui, elle va se faire en deux parties. Dans une première partie, je vais tout simplement présenter le cadre théorique de Zoopolis, et notamment ce qui a été appelé le tournant politique en éthique animale. Et on va voir que ce tournant politique, il donne une place très importante à l'agentivité des animaux, c'est-à-dire au fait que les animaux ne sont pas seulement des victimes du spécisme, ce sont aussi des êtres politiques, des individus qui ont des désirs, des volontés, qui font des choix, qui ont des choses à dire sur la façon dont leur vie devrait se dérouler et dont les intérêts devraient être pris en compte dans les décisions publiques qui ont un impact sur leur existence et sur leur environnement de vie. Donc je vais détailler ce truc-là. Et puis, dans une seconde partie, je vais donner quelques exemples de la façon dont cette agentivité animale, justement, peut être utilisée pour définir les contours d'une société antispéciste qui serait plus juste qu'actuellement. Et donc aussi, comment l'agentivité animale peut être utilisée pour définir la stratégie et les orientations du mouvement antispéciste. Et pour cette deuxième partie, je vais reprendre une distinction qui est faite dans Zoopolis entre les animaux domestiques, les animaux liminaires et les animaux sauvages. Petite remarque avant de commencer la première partie, je vais parfois utiliser le mot interespèce. Je vais parler de société interespèce, de relation interespèce. En fait, interespèce, ça veut simplement dire entre plusieurs espèces, et ici, en l'occurrence, c'est principalement entre humains et autres animaux. Donc, quand je parle de société interespèce, je parle d'une société humains-animaux où les deux cohabitent. Donc, le tournant politique en éthique animale. En fait, historiquement, les associations animalistes ont eu tendance à mettre l'emphase et à mobiliser leurs efforts sur des enjeux d'abolition de l'exploitation. Donc, abolition de l'élevage,
de façon générale, ou de l'élevage intensif, des pires pratiques, abolition de l'expérimentation animale, de la chasse, etc. Et évidemment, je n'ai rien à redire de ces objectifs. Je pense que ces pratiques devraient être abolies. Mais le problème, c'est que l'antispécisme, en tant que projet politique, en tant que mouvement social, ne peut pas se contenter d'un principe de non-nuisance à l'égard des animaux. Un principe qui se déclinerait seulement sous la forme de devoirs négatifs envers les animaux, c'est-à-dire ne pas les tuer, ne pas les enfermer, ne pas les torturer, ne pas leur nuire, ne pas. En fait, tous ces devoirs négatifs sont une excellente base, il ne s'agit pas de les remettre en question, mais le problème, c'est qu'ils ne nous disent rien sur les règles et les normes qui pourraient encadrer nos relations avec les autres animaux dans une société interespèce post-abolition de l'exploitation animale. Donc ça, en gros, c'est la réflexion qui a émergé en éthique animale et qui a été appelée le tournant politique en éthique animale, et dont Zoopolis est une des principales contributions. Et ce tournant, il se traduit par un important renouvellement des thématiques qui sont discutées au sein du mouvement. Pour le dire de façon un peu schématique, on passe de considérations d'ordre éthique qui sont issues de la philosophie morale. Donc, par exemple, chez Peter Singer, on a le fameux principe d'égale considération des intérêts des individus sentients, ou chez Tom Regan, on a plutôt une théorie des droits fondamentaux et universels de ce qu'il appelle les sujets d'une vie. C'est plus ou moins équivalent aux êtres sentients. Donc on passe de ces considérations-là, qui sont vraiment d'ordre de philo-morale, à des considérations justement plus politiques et peut-être un peu plus concrètes, plus contextualisées, qui sont cette fois issues de la philo-politique et des sciences politiques. Donc avec ce tournant politique, on met beaucoup plus l'accent sur l'idée de justice, de citoyenneté, de communauté, de représentation politique. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les secondes considérations d'ordre politique, elles ne viennent pas remplacer les premières. L'idée, ce n'est pas de faire table rase des considérations éthiques fondamentales. Une façon de le voir, c'est que c'est à partir du socle éthique qu'ensuite vont se déployer des considérations politiques de façon différenciée en fonction des animaux dont on parle. C'est aussi pour ça que Zoopolis fait des catégories d'animaux, que je vais détailler un peu après. C'est que les droits politiques ne sont pas les mêmes pour tout le monde, en tout cas dans la considération proposée par Zoopolis. Voilà. Et du coup, au-delà de la formulation de droits universels qui sont dus à tous les êtres sentients du seul fait que ce sont des êtres sentients, le tournant politique, lui, formule des droits politiques et des obligations qui sont différentes en fonction des situations et des animaux. D'une certaine façon, c'est une manière plus pragmatique et contextualisée, encore une fois, de faire de l'éthique animale. C'est une mise en place concrète, appliquée de l'antispécisme dans l'organisation de la société. Donc avec le tournant politique, on va se poser des questions comme qu'est-ce que ça veut dire de se comporter de façon juste envers les autres animaux, ou encore comment favoriser leur épanouissement et la satisfaction de leurs préférences au-delà du fait de réduire leur souffrance. Et Zoopolis, c'est une des premières tentatives théoriques à aller aussi loin dans la transposition de concepts humains qui jusque-là étaient utilisés seulement pour les groupes humains ou la politique humaine à des groupes d'animaux, en sachant que Zoopolis le fait à partir de concepts issus de la démocratie libérale, par exemple la citoyenneté, la souveraineté, la résidence permanente, mais on pourrait imaginer d'autres façons d'appliquer le tournant politique qui seraient inspirées d'autres visions politiques. Je n'aurai pas le temps d'aborder d'autres tentatives de tournant politique que Zoopolis, mais sachez que Zoopolis ne représente pas l'ensemble des discussions en éthique animale sur le sujet du tournant politique. J'en profite pour vous signaler qu'il y a un petit livre qui a été écrit par Estivareus en 2014-2015, qui est en fait un numéro des cahiers antispécistes, qui résume très bien Zoopolis, mais qui ne fait pas que résumer Zoopolis, il y a aussi toute une mise en contexte de
qu'est-ce que le tournant politique, toute une discussion sur le sujet que je recommande vivement si vous n'avez pas envie de vous lancer dans la lecture de Zoopolis, qui est quand même un gros livre. Là, c'est accessible en ligne gratuitement et c'est plus rapide à lire. Et en fait, le tournant politique, il a vraiment comblé une lacune de l'éthique animale, une lacune qui a été parfaitement identifiée par Jocelyne Porcher. Jocelyne Porcher, c'est une chercheuse française spécialisée sur le sujet de l'élevage, mais c'est aussi une adversaire politique de l'antispécisme, puisqu'elle défend l'élevage et la mise à mort des animaux dans le cadre de l'élevage. Mais dans un article intitulé « Ne libérez pas les animaux », qu'elle a publié en 2007, donc 4 ans avant la parution de Zoopolis, Jocelyne Porcher, elle critique de façon assez... de façon très virulente, en fait, ce qu'il y avait avant le tournant politique, toutes les considérations d'ordre de philo-morale, donc notamment Peter Singer. Et elle dit la chose suivante: ces courageux libérateurs, donc quand elle dit libérateurs, elle fait référence aux personnes qui se revendiquent de la libération animale, ces courageux libérateurs s'inscrivent dans un registre essentiellement éthique et font porter leurs arguments sur la valeur de la vie animale en soi. Ils omettent de s'intéresser à la relation entre les humains et les animaux, particulièrement à sa dimension affective, en réduisant systématiquement nos liens avec les animaux à des rapports d'exploitation, ce qui nous empêche de comprendre quelle est la place des animaux domestiques dans le lien social. Et Porcher, ici, elle soulève un point très important, à savoir que réduire le projet de société interespèce au seul enjeu de l'abolition de l'exploitation, c'est faire l'impasse sur tout le versant positif et relationnel qui pourrait être co-construit avec les autres animaux, qui est, tout le versant relationnel auquel les animaux prennent part de façon active quand on leur donne l'occasion, en tout cas les animaux domestiques, et des relations auxquelles ils peuvent trouver un réel intérêt et un réel bénéfice. L'idée, c'est que, en fait, Jocelyne Porcher critique aussi la position extinctionniste qui est défendue par certaines personnes en éthique animale, notamment Gary Francione, qui est que les animaux issus de la domestication seraient forcément des êtres diminués, dominés, asservis par la main humaine, et que le projet antispéciste devrait défendre la disparition totale des animaux domestiques. Ce serait ça la chose la plus juste à faire envers eux. Et bien, Jocelyne Porcher n'est pas d'accord avec ça, et les auteurs et autrices de Zoopolis non plus. Et ce qui m'a paru intéressant avec cet article de Jocelyne Porcher, c'est que ça montre bien qu'un mouvement animaliste qui met seulement l'accent sur l'abolition des relations d'exploitation avec les animaux donne l'opportunité aux pro-élevage de dépeindre les antispécistes comme des personnes qui finalement n'aiment pas les animaux, ou en tout cas qui participent à une rupture entre le monde animal et le monde humain, et qui ne souhaitent pas plus que ça concevoir une nouvelle société avec les animaux. C'est un projet de sécession plutôt qu'une volonté de construire une société sur des bases plus justes. Et donc, ça permet aussi, dans le même mouvement, de valoriser le monde paysan, le monde des éleveurs, en les présentant comme étant les seuls garants de la possibilité d'une société où on continue de fréquenter des animaux domestiques, ce qui évidemment permet de rallier au camp pro-élevage toutes les personnes qui souhaitent continuer à pouvoir vivre dans une société où on fréquente des animaux domestiques, à savoir les 3/4 de la population. Tout ça pour dire que Jocelyne Porcher, elle déploie sa défense de l'élevage à partir d'une faiblesse réelle de l'antispécisme, en tout cas une faiblesse qu'elle a identifiée en 2007 et qui a été largement comblée depuis par le tournant politique en éthique animale. Avant de passer à des exemples concrets d'agentivité animale, je vais vous donner une autre raison de ne pas s'en tenir seulement à la question de l'abolition de l'exploitation, qui est que ça évite de tomber dans une vision misérabiliste des animaux, une vision appauvrie de ce qu'ils sont, une vision qui les verrait seulement comme des victimes. En fait, les animaux ne sont pas seulement des objets passifs de notre considération morale et de notre compassion, qui recevraient comme ça des droits qu'on leur aurait accordés dans un élan généreux
voilà, des droits que les humains leur accordent d'en haut. C'est ce que je disais au début, ce sont des sujets, ce sont des agents de leur existence qui ont un avis sur leurs conditions de vie et qui sont en mesure de le faire savoir, qui sont en mesure de communiquer leurs préférences, leurs intérêts, leurs désirs, leurs volontés. Et du coup, le tournant politique, c'est aussi une forme de réhabilitation de ce que sont les animaux et de ce qu'ils pourraient être en dehors des rapports d'exploitation. Ce refus du misérabilisme, il a été bien compris et théorisé par le collectif 269 Libération Animale, qui met systématiquement l'accent sur le fait que les animaux résistent activement à ce qu'ils subissent dans le cadre de l'exploitation spéciste, et que les antispécistes devraient se voir avant tout comme des complices de cette résistance animale, plutôt que comme des sauveurs des animaux, qui, à ce moment-là, seraient considérés comme des sans-voix. C'est une expression qu'on retrouve parfois dans des communications animalistes, l'idée que les animaux seraient des sans-voix et qu'on irait les sauver. Alors, je ne pense pas que ce soit une vision totalement fausse, c'est-à-dire les animaux actuellement sont pris dans des rapports d'exploitation tellement brutaux, tellement totalitaires que, effectivement, ils ne peuvent pas se mobiliser suffisamment pour s'extraire de l'exploitation spéciste, mais les animaux résistent bel et bien à ce qu'on leur fait subir dans le cadre de l'élevage, etc. Et c'est important de reconnaître ce point et aussi de s'envisager comme des alliés, des complices de cette résistance, plutôt que seulement comme une démarche de surplomb qui viendrait les sauver. Et dans Zoopolis aussi, on retrouve de façon très marquée l'idée que les animaux sont plus que des victimes et que le projet antispéciste ne peut pas se faire sans la reconnaissance de leur agentivité. Pour saisir un peu mieux ce qu'on entend par agentivité animale, il y a une citation que j'aime beaucoup du philosophe québécois Frédéric Côté-Boudreau, qui a fait sa thèse en philosophie sous la direction de Will Kymlicka. Donc c'est une citation qui vient d'un texte qui s'appelle « Les animaux luttent aussi » et il a été publié en 2019 dans la revue Ballast, que vous pouvez trouver en ligne. Donc il dit « Les animaux ne parlent pas, il est vrai. Pourtant, ils s'expriment. Ils communiquent à d'innombrables occasions leur volonté, leurs limites, leurs désirs. Ils cherchent par des moyens divers à gagner leur liberté ou à négocier leurs conditions. Ils ne comprennent peut-être pas ce que sont les droits, mais leurs actions n'en sont pas moins politiques. Oui, il faut oser le terme, les animaux font de la politique au même titre que les humains. » Ce qui est dit dans cette citation, notamment, c'est qu'on peut accéder aux besoins et aux préférences des animaux dès lors qu'on porte une attention sincère et active et renouvelée à ce qu'ils expriment et à leur propre façon de communiquer, à leur propre registre d'expression, qui est évidemment pas le même que le nôtre. Les animaux ne parlent pas le langage humain. Mais ce n'est pas un obstacle rédhibitoire pour que ça soit des êtres avec qui on peut faire de la politique. Et ça, c'est vraiment crucial parce que l'objectif du projet politique antispéciste, c'est d'éviter que les animaux se retrouvent sous la tutelle de normes qu'ils n'ont pas contribué à définir. Parce que, comme tout autre groupe social, les animaux devraient avoir droit d'exprimer un avis et que leur avis soit pris en compte pour toutes les orientations politiques qui ont d'une façon ou d'une autre un impact sur leur existence et leurs conditions de vie. Et on comprend donc pourquoi le tournant politique en éthique animale accorde autant d'importance à la notion d'agentivité animale. Donc, on va maintenant passer à la seconde partie de ma conférence qui consiste à explorer justement un peu des exemples concrets d'agentivité animale. Pour cette deuxième partie, je vais d'abord essayer de répondre à la question de quels animaux on parle. Et pour ça, je vais reprendre la triple catégorisation qu'on trouve dans Zoopolis. Souvent, en fait, le sens commun a tendance à considérer deux catégories d'animaux. On a d'un côté les animaux sauvages, qui sont vus comme des animaux libres, épanouis, qui, si possible, n'ont aucun contact avec le monde humain. Et de l'autre côté, on a les animaux domestiques,
qui, à l'inverse, sont perçus comme nécessairement dépendants et diminués. Donc ça, c'est une conception binaire assez rigide entre animaux domestiques et animaux sauvages. Mais le problème, c'est que, de un, elle est trop simpliste dans sa compréhension de ce que c'est le sauvage et le domestique, mais aussi, elle néglige tous les animaux qui sont ni domestiques ni pleinement sauvages, à savoir les animaux liminaires. Et les animaux liminaires, ce sont tous ceux qui profitent des activités humaines et des infrastructures humaines, mais pour autant qui ne recherchent pas activement des relations intersubjectives avec des humains. Donc là, j'ai mis quelques exemples qu'on trouve, c'est une citation qu'on trouve dans Zoopolis, qui sont des exemples assez occidentaux. On ne trouve pas les mêmes types d'animaux liminaires partout dans le monde, mais là, on a les renards, les moineaux, les écureuils, les lapins, les rats, les souris, les chauves-souris, etc. Je reviendrai sur la question des animaux liminaires, mais c'est déjà pour poser le fait que je vais reprendre de cette triple catégorisation, tout en sachant qu'il ne faut pas percevoir ces trois catégories comme des catégories fixes et étanches entre elles. Il y a certains animaux qui peuvent passer du sauvage au liminaire ou du liminaire au sauvage au cours de leur vie, parfois plusieurs fois au cours de leur existence. En fait, ce sont des catégories dynamiques et relationnelles, et parfois il y a des cas qui sont ambigus. Encore une fois, et voilà, ça peut être mouvant, des animaux peuvent passer d'une catégorie à l'autre au cours de leur existence. Donc, on va commencer par les animaux domestiques. On va essayer de répondre à la question de qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de l'agentivité des animaux domestiques. Ce qui est intéressant avec les animaux domestiques, c'est qu'ils ont cette particularité, justement parce qu'ils sont issus de la domestication, d'avoir développé d'importantes dispositions à vivre au contact des êtres humains. Ce qui fait que la plupart du temps, ils sont parfaitement capables de nous faire comprendre des choses assez précises concernant des activités ou des interactions. Donc, ils peuvent nous donner leur rassentiment pour une activité. Ils peuvent nous faire comprendre qu'ils veulent arrêter une activité. Ils peuvent nous signifier leur refus ou leur enthousiasme à propos du fait d'interagir avec nous. Voilà, la domestication a fait qu'on peut plutôt facilement interpréter l'agentivité des animaux domestiques. Et en effet, si vous pensez à... et là, je me base sur deux sources un peu très... que tout le monde a peut-être déjà croisé, à savoir un site internet, un média qui s'appelle Vedodo, qui est un média qui partage exclusivement des contenus liés aux animaux. Donc c'est souvent des vidéos mignonnes, rigolotes, émouvantes. Enfin, il y a plein de vidéos à ce sujet. Et il y a aussi TikTok, où on trouve, ça dépend des gens et de leur fil d'actualité, mais sur TikTok, vous pouvez trouver beaucoup de vidéos super mignonnes ou rigolotes d'interaction entre soit des animaux d'espèces différentes, que ce soit humains, animaux ou entre plusieurs espèces d'animaux non humains. Et en fait, ce sont des interactions très diversifiées. Elles peuvent être fondées sur le jeu, sur la confiance, sur la réciprocité, sur le partage, le pardon, la complicité, l'autorégulation des comportements, des agressivités, la négociation, le désaccord, l'entraide. Donc c'est vraiment entre humains et animaux domestiques, il peut vraiment y avoir des interactions extrêmement diversifiées. Et Zoopolis donne aussi des exemples. Alors avant de passer à la diapo suivante, là les 4 petites vidéos que j'ai mises sont issues justement du site Vedodo. C'était pour donner des exemples. Là on voit des relations d'amitié, des relations de loyauté, d'entraide, etc. C'était pour vous montrer, illustrer un petit peu ce point. Mais dans Zoopolis aussi, on trouve des exemples. Je cite, « Toute personne ayant vécu avec des animaux domestiques sait qu'ils ont des préférences, des intérêts, des désirs et qu'ils sont capables de les transmettre de façon intentionnelle, par une grande diversité de procédés. Ils se dirigent vers la porte pour montrer qu'ils veulent sortir. Ils miaulent face au frigidaire pour demander de la nourriture. Ils frottent leur museau contre votre bras pour obtenir de l'affection.
Il vous charge en battant des ailes et en criant pour que vous reculiez. Il tire une laisse hors du placard pour vous faire comprendre que l'heure de la promenade est arrivée. Il se courbe pour vous inviter à jouer avec eux. Il regarde avec insistance le canapé ou le lit pour demander s'ils peuvent y accéder. Il s'arrête si, par inadvertance, vous vous êtes trompé de virage au cours d'une promenade dans le parc. Il traverse le champ et se frotte contre vous pour obtenir une friandise à la pomme. Il se presse face à la porte d'une grange pour indiquer qu'ils veulent s'abriter de la pluie, etc., etc. À travers un vaste répertoire de vocalisations, de gestes, de mouvements et de signes, les animaux domestiques nous disent ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin. Et en effet, tous ces signaux sont extrêmement précieux si on veut intégrer les intérêts et les volontés des animaux dans l'organisation de la communauté. Mais la limite avec ça, c'est qu'il peut y avoir un saut à franchir entre, d'un côté, le registre expressif bien réel des animaux domestiques, le fait qu'ils expriment un tas de choses, et de l'autre, leur capacité effective à se faire comprendre et à faire en sorte que leur point de vue soit motive des décisions, motive des actes, nous fasse faire l'action qu'ils ont envie qu'on fasse, etc. Donc comment faire le pont entre ce que les animaux expriment et le fait que ce qu'ils expriment a un effet réel. Je dirais deux choses à ce sujet. La première, c'est que, de façon assez évidente, c'est que la capacité des animaux domestiques à communiquer efficacement leurs besoins dépend de conditions favorables, et notamment qu'on leur donne de la place et du temps pour s'exprimer, et surtout qu'on accorde de la crédibilité à ce qu'ils expriment. Parce que, en fait, c'est loin... ça peut paraître évident d'accorder de la crédibilité à ce que les gens expriment, mais en fait, c'est loin d'être acquis dans le cas des animaux, parce que il y a un tas de stéréotypes que les animaux subissent, évidemment. On a tendance à ne pas prendre au sérieux ce qu'ils expriment ou à même pas considérer qu'ils sont capables de nous faire comprendre des choses. La gentilité animale, ce n'est pas du tout un concept qui est intégré par la plupart des gens. Mais on a tendance soit à ne pas les prendre au sérieux, soit à discréditer ce qu'ils expriment. Pour le dire autrement, les animaux sont victimes d'une forme d'injustice testimoniale. C'est un terme qui a été proposé par une philosophe britannique qui s'appelle Miranda Fricker en 2007 et qui dit justement que certains groupes sociaux, alors je ne pense pas qu'elle parle spécifiquement des animaux, il faudrait que je vérifie, mais il y a certains groupes humains marginalisés, les personnes racisées, les femmes, etc., les enfants, les personnes handicapées, où ce que ces personnes expriment ne fait pas l'objet de la même crédibilité que comparé à d'autres groupes sociaux dominants. Donc si les animaux essayent de nous faire comprendre des choses, mais qu'en face, il n'y a pas d'attention, il n'y a pas d'écoute, ou que notre réaction n'est pas appropriée, on passe à côté d'un échange réussi. Et en conséquence aussi, les animaux, s'ils voient que leurs tentatives n'ont pas les résultats souhaités, ils peuvent aussi cesser d'essayer de communiquer avec nous, ce qui est aussi un problème si on veut vraiment prendre en compte leurs intérêts. Ils peuvent se résigner à communiquer avec nous, en fait. Et donc les conditions favorables, ce sont aussi des circonstances qui sont riches en interdépendance et en intersubjectivité. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que les animaux, ils développent d'autant mieux leurs compétences prosociales, leurs compétences de vivre ensemble, lorsqu'ils sont au contact des autres, lorsqu'ils sont engagés dans des situations de confiance et d'apprentissage mutuel, sachant que c'est évidemment aussi le cas pour nous humains. Mais la conclusion à tirer, c'est que si on veut prendre au sérieux les besoins des animaux domestiques, c'est important de leur offrir la possibilité de participer à de multiples activités et interactions sociales pour qu'ils aient l'occasion de communiquer leurs préférences, qu'ils puissent initier des activités, initier des interactions, ou qu'ils puissent les éviter, les quitter, mais qu'ils puissent aussi en changer le déroulement au moment de l'interaction ou de l'activité. Deuxième point à ce sujet, c'est qu'en complément de ce que j'ai appelé les conditions favorables à la gentilité animale,
on peut imaginer une forme de représentation politique des animaux domestiques, avec toutes les limites inhérentes au fait que la représentation, ça nécessite toujours un intermédiaire, et que le fait qu'il y ait un intermédiaire, ça peut aussi entraîner la trahison des intérêts de la personne qu'on est censé représenter. Mais c'est une proposition qui est assez longuement discutée dans Zoopolis, puisque Donaldson et Kymlicka proposent de parler de citoyenneté pour les animaux domestiques, ce qui implique de penser à un système de représentation politique adapté pour les animaux domestiques. Par exemple, ce qui est suggéré dans Zoopolis, c'est que la représentation politique peut se faire via des personnes de confiance, des humains ou humaines qui seraient chargés de consulter et de recueillir les différents points de vue des animaux domestiques, puis de les représenter dans le cadre d'instances politiques qui sont prévues pour ça. Il faut que ces personnes connaissent bien les animaux en question, qu'elles soient capables d'interpréter leurs besoins physiologiques et sociaux, à la fois d'un point de vue général, éthologique, de vétérinaire, des besoins fondamentaux des animaux, mais aussi de façon très individualisée, parce que deux animaux d'une même espèce n'auront pas forcément les mêmes besoins, les mêmes désirs exactement. Donc il y a une question de connaissance et de confiance qui doit entrer en jeu dans la représentation des animaux domestiques. Et c'est très important aussi que, évidemment, les intérêts de ces personnes de confiance n'entrent pas en conflit avec les intérêts des animaux, ou en tout cas le moins possible, parce que sinon, la trahison des intérêts des animaux sera assez élevée. Et c'est difficile de faire pire actuellement dans le domaine, puisque en France et dans d'autres pays, actuellement, le ministère chargé du bien-être animal, c'est le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Donc évidemment, il y a un conflit d'intérêts énorme. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs organisations animalistes, notamment le Parti animaliste ou l'association Paris Animaux Zoopolis, qui demandent la création d'un ministère de la condition animale. Il n'y a pas toujours le même nom en fonction des associations, mais en tout cas, un ministère ou un défenseur des droits. Il y a plusieurs propositions qui sont faites comme ça, qui serait en tout cas une instance publique qui soit totalement indépendante, notamment des lobbies agricoles, évidemment. Et puis, au sujet des animaux domestiques, évidemment, on ne peut pas ne pas parler des sanctuaires. Les sanctuaires, ce sont des lieux qui accueillent des rescapés du spécisme, des animaux issus des élevages, de l'abattoir, des centres d'expérimentation scientifique, et qui leur offrent de nouvelles conditions de vie. Et ce sont vraiment des environnements uniques parce qu'ils permettent l'existence d'interactions et d'activités variées, les conditions favorables dont je parlais juste avant, entre individus d'espèces différentes. Et généralement, ce sont des lieux au sein desquels des efforts actifs sont menés pour que les animaux non humains aient l'opportunité d'exprimer leurs préférences. Et il y a une vraie attention qui est portée sur ce que les animaux expriment. Et pour toutes ces raisons, je pense que les sanctuaires jouent un rôle considérable dans la reconnaissance de l'agentivité animale. Ils font concrètement avancer la justice interespèces, ou en tout cas, ils nous donnent un aperçu de ce que pourrait être le futur des animaux domestiques dans une société non spéciste ou moins spéciste. Et un très bon exemple de ça, c'est le sanctuaire Vine, qui est situé au nord-est des États-Unis et qui a été cofondé en 2000 par des féministes lesbiennes et qui est encore aujourd'hui tenu par des personnes LGBT queer qui se revendiquent de l'écoféminisme et qui luttent non seulement pour l'antispécisme, mais aussi plus largement pour la justice sociale et environnementale. Et au sein de Vine, il y a plus de 700 animaux d'environ 16 espèces différentes qui cohabitent ensemble. Et on a vraiment affaire à une communauté qui est conçue dès le début comme une communauté interespèces, parce que par exemple, les lieux ne sont pas ségrégés en fonction des espèces. Comme vous pouvez le voir sur la photo, il n'y a pas l'enclos des moutons, le pré des vaches et le poulailler des poules. C'est vraiment une volonté de décloisonner les différences d'espèces, ou en tout cas de permettre à
à des individus d'espèces différentes de se rencontrer, peut-être de nouer des relations d'amitié. Il n'y a pas de raison que parce que les individus soient d'espèces différentes, ils ne peuvent pas avoir des relations épanouissantes entre eux. Il y a une liberté d'association entre les résidents et Vine met particulièrement l'accent sur l'importance de respecter non seulement le droit à l'autodétermination des résidents, autant que faire se peut, parce qu'on peut, comme toute communauté, tout le monde ne peut pas faire absolument tout ce qu'il veut, il y a des règles de cohabitation qui sont mises en place, mais en tout cas, il y a vraiment une réflexion, c'est presque un terrain de recherche sur l'agentivité animale. Et justement, en parlant de recherche, il y a un article qui a été publié en 2020, coécrit par Charlotte Blattner, Sue Donaldson et Ryan Wilcox, qui partagent les résultats d'une observation de terrain qui a été faite à Vine en 2018. Et dans cet article, les auteurs-autrices donnent la définition de Vine en disant que c'est une communauté dans laquelle des animaux anciennement élevés vivent avec des humains humaines qui ont à cœur de favoriser leur agentivité et de faire progresser la justice interespèces. Et cet article, je le trouve très intéressant parce qu'il prend la forme d'un compte-rendu d'observation qui est illustré de plein de photos. Donc ça, c'est une photo issue de l'article, mais il y en a plein d'autres qui sont vraiment intéressantes. Et en fait, il rend compte de la façon dont certains aménagements dans le sanctuaire Vine permettent de favoriser l'agentivité des animaux. Donc ça peut être des aménagements spatiaux, puisque les lieux sont pensés pour prendre en compte les besoins et les désirs des habitants. Comme je le disais, ce n'est pas un lieu où les animaux vont être arbitrairement distribués en fonction des intérêts humains pour pouvoir mieux les surveiller, mieux les nourrir, ou juste parce qu'ils font partie d'espèces différentes. Non, il y a vraiment la volonté de laisser les animaux évoluer comme ils le souhaitent tant que ça ne nuit pas soit à eux, soit à d'autres résidents. Il y a aussi des aménagements d'ordre temporel. Par exemple, il y a des rituels qui reviennent chaque semaine, notamment de distribution de nourriture, et qui permettent de favoriser la rencontre et la cohésion entre les résidents. Et il y a aussi des aménagements sociaux. Par exemple, l'attribution de rôles spécifiques à certains individus pour réguler certains comportements et interactions. Et à ce sujet, il y a sur le site de Vine, qui est vraiment d'ailleurs un site super bien fait, il y a énormément il y a l'historique de l'histoire du sanctuaire, mais il y a aussi toute une partie sur l'intersectionnalité entre le spécisme et d'autres formes d'oppression. Il y a toute une FAQ très complète. Et en fait, sur le site, on trouve une citation à propos des rôles sociaux, justement, des animaux du sanctuaire, qui dit « Nous avons un troupeau d'oies de maintien de la paix qui rappelle aux coqs réhabilités », donc en fait les coqs réhabilités, c'est des coqs anciennement de combat, donc qui rappellent à ces coqs de ne pas se battre. En hiver, plusieurs moutons portent volontiers des coqs qui préfèrent ne pas marcher dans la neige. Les canards adoptent parfois de jeunes poules, et Buddy la vache accueille chaque nouveau venu en accordant une attention particulière à tous ceux qui pourraient se sentir seuls. Donc, on voit que certains résidents jouent un rôle actif de régulation des comportements qui permettent de favoriser des comportements prosociaux, ce qui est crucial dans une communauté qui est aussi diversifiée que Vine, et notamment, c'est particulièrement important dans la mesure où chaque résident vient après avoir connu un passé difficile, souvent, donc peut venir avec des traumatismes et des comportements violents ou difficiles, etc. Bref, comme le souligne Sue Donaldson dans un article qui a été publié en 2020 dans un gros recueil qui s'appelle « La pensée végane », elle dit que les sanctuaires sont des laboratoires où de nouvelles idées de justice interespèces peuvent être testées et mises en pratique. Et je trouve que c'est une définition qui correspond particulièrement bien au sanctuaire Vine. Donc on va passer maintenant aux animaux liminaires. Comme je le disais plus tôt, les animaux liminaires, ce sont ceux qui ne vivent pas avec nous, mais qui vivent près de nous et qui bénéficient de nos infrastructures. Par exemple,
C'est les animaux qui se nourrissent de nos déchets ou les animaux qui vivent dans nos greniers ou nos jardins. Et dans un livre qui est paru aussi en 2020, qui a été écrit par une philosophe française qui s'appelle Joëlle Zask, livre qui s'appelle Zoocities. Donc Joëlle Zask essaye d'imaginer à quoi pourrait ressembler une ville qui permettrait une coexistence pacifiée entre les humains et les animaux liminaires, même si elle n'utilise pas le terme animaux liminaires. Et il y a une citation issue de son livre que j'aime particulièrement parce que, à la fois, elle reflète bien l'agentivité de ces animaux, mais aussi parce qu'elle donne des exemples différents de ceux auxquels on est habitué en France ou au Québec. Elle dit « Voilà par exemple qu'à Singapour, des loutres ont appris à traverser des rues, les adultes intimidant les chiens qui pourraient les attaquer et protégeant le cortège de leurs petits, comme le ferait un agent municipal au niveau du passage piéton situé à la sortie de l'école. Les singes apprennent à chaparder, les kangourous à défier toutes les barrières qui les séparent d'étendues herbeuses appétissantes, les ratons laveurs à ouvrir des poubelles sécurisées. » Et en fait, si les animaux liminaires sont si nombreux dans l'écosystème urbain, si nombreux en ville, c'est parce qu'ils y trouvent beaucoup d'opportunités en termes d'abri, de nourriture, c'est a priori des environnements plutôt favorables à leur installation. Mais ce n'est pas pour autant qu'en fait, ils y sont les bienvenus. Généralement, les animaux liminaires sont perçus comme des intrus, des nuisibles, et il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés pour essayer de les éloigner ou de les faire disparaître. Et on peut même dire que les milieux urbains sont conçus en partie contre les animaux. Si on pense par exemple à tout ce qui est mis en œuvre pour détruire les nuisibles. Les municipalités font généralement appel à des services anti-nuisibles pour des motifs hygiénistes qui ne sont pas toujours justifiés, ou simplement pour répondre à un inconfort visuel supposé des habitants. L'expression de inconfort visuel, on la trouve sur le site de la mairie de Paris à propos des rats. Et en fait, voilà, les villes font appel à des dératiseurs, à des services anti-nuisibles, dont les méthodes sont généralement extrêmement cruelles. Donc, c'est des anticoagulants qui mettent plusieurs jours à tuer, c'est des poisons, on explose les terriers, il y a des pièges à colle, l'utilisation de gaz pour tuer les animaux, etc. Donc, en fait, à chaque fois, ce sont des systèmes où, et là je cite Estivarius, une citation issue du petit livre dont je vous parlais tout à l'heure, il s'agit d'un système où la moindre gêne causée par les animaux liminaires aux humains peut déclencher des représailles d'une extrême violence. Et une société qui serait non spéciste, au contraire, devrait privilégier des méthodes non létales, par exemple contraceptives, à chaque fois qu'une gestion de population d'animaux liminaires s'avère effectivement nécessaire, ce qui peut être le cas. Mais, comme je le disais dans la première partie de ma conférence, cesser de nuire aux animaux, c'est une chose, arrêter de les tuer, c'est excellent, c'est la base, mais ça ne suffira pas pour faire société avec eux. Cesser de nuire, c'est bien, mais faire société avec eux, c'est encore autre chose. Et il faut se poser la question du partage des lieux et des ressources avec les animaux liminaires en ville. Donc, au-delà de l'interdiction de la mise à mort, les animaux liminaires devraient voir leurs besoins pris en compte dès la conception de l'espace public. Parce qu'actuellement, l'espace urbain, il est pensé de façon anthropocentrée, c'est-à-dire qu'il est conçu pour des corps humains, et particulièrement, et pas seulement des corps humains, ou en fait encore plus que des corps humains, ils sont conçus pour des corps humains adultes, valides, etc. Mais pourtant, comme je le disais, les milieux urbains, c'est tout simplement le lieu de vie des animaux liminaires. Les animaux liminaires, ce sont des résidents légitimes des villes, et c'est pourquoi Donaldson et Kymlicka proposent d'attribuer aux animaux liminaires le statut politique de résidents permanents des lieux qu'ils ont investis, des espaces qu'ils occupent en fait. Et ça implique qu'on respecte un certain nombre d'obligations spécifiques à leur égard. Par exemple, une voie d'amélioration qui est quand même beaucoup discutée, c'est d'opacifier les parois de verre des grands bâtiments
des buildings, vraiment toutes les tours très hautes où en fait toutes les surfaces sont entièrement vitrées. Ça, en fait, c'est un vrai piège pour les animaux parce que les oiseaux ne perçoivent pas qu'il y a un obstacle et ils vont percuter, il va y avoir une collision avec la surface vitrée et ce qui va tuer généralement ou en tout cas blesser, étourdir les oiseaux. Il y a une organisation qui s'appelle Projet Safe Flight à Atlanta aux États-Unis qui est un bon exemple de ce qui peut être mis en place pour éviter ce genre de collision. L'organisation estime qu'il y a près de 1 milliard d'oiseaux qui meurent chaque année rien qu'aux États-Unis après être entrés en collision avec des bâtiments. Or, il y a des solutions qui existent pour éviter ça. Comme on peut le voir sur la photo, là sur la diapo, on peut par exemple installer un film autocollant sur les parois vitrées pour signaler aux oiseaux de façon efficace, avec les petits motifs, qu'il y a un obstacle, ce qui va les détourner d'entrer en collision avec ces parois vitrées. On peut aussi trouver des solutions pour faciliter le nichage des animaux liminaires. Et à ce sujet, j'aime bien l'exemple d'une entreprise française qui s'appelle NatH, pour Nature Harmonie, qui fabrique depuis 2019 des abris et des nichoirs en béton de bois qui peuvent être installés directement dans le bâti lors de la construction des bâtiments ou qui peuvent être mis ensuite, qui peuvent être accrochés sur les bâtiments une fois qu'ils sont construits. Et en fait, NatH veille vraiment à concevoir chaque objet en fonction des besoins et des habitudes spécifiques des différents animaux, que ce soit des oiseaux ou des petits mammifères, donc des mésanges, des chauves-souris, des moineaux, des lézards, des hirondelles, etc. Et pour moi, c'est un exemple vraiment réussi parce que ça montre bien que le partage de l'espace avec les autres animaux, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il repose sur des connaissances éthologiques précises et pas seulement sur nos intuitions. Parce que nos intuitions, même si elles sont bien intentionnées, elles restent anthropocentrées. Et en fait, on peut faire des erreurs dans nos interactions avec les animaux liminaires. Un bon exemple de ça, c'est de donner du pain à des cygnes, par exemple, alors que ça peut leur nuire, ça peut même les tuer, mais ça part d'une bonne intention. Mais pour interagir de façon adéquate avec les animaux liminaires, on devrait baser nos tentatives sur des connaissances éthologiques précises. Et du coup, on peut souhaiter qu'à l'avenir, il y ait des agents municipaux ou d'autres types de personnes qui soient formés sur la question des animaux liminaires. Et c'est notamment une des revendications d'une association qui s'appelle Paris Animaux Zoopolis, que j'ai déjà évoquée un peu plus tôt, une association dont je vais parler maintenant. Donc le travail de l'asso PAZ, Paris Animaux Zoopolis, c'est un très bon exemple de la façon dont l'agentivité des animaux liminaires peut être prise au sérieux. C'est une association qui s'inspire explicitement des thèses de Donaldson et Klimka, d'où son nom Paris Animaux Zoopolis. Et depuis 2017, elle mène un grand nombre de campagnes, principalement à Paris, mais pas seulement, pour rendre les milieux urbains plus accueillants et plus inclusifs pour les animaux liminaires. Par exemple, c'est une asso qui va demander l'interdiction de la pêche à Paris ou l'interdiction de la chasse à Paris. Mais il faut souligner que l'asso ne formule pas que des revendications d'abolition de certaines pratiques. C'est vraiment une asso qui va essayer de faire reconnaître la légitimité de la présence des animaux en ville. Et un exemple qui rend bien compte de cette stratégie, c'est pendant le confinement, en avril 2020, il y a un couple de renards qui a délibérément choisi de s'installer au cimetière du Père-Lachaise à Paris pour faire un terrier et avoir ses petits. Et cette présence inédite de renards à Paris, elle a suscité des réactions très contrastées, très différentes. D'un côté, on a eu la mairie de Paris qui a proposé qu'on déplace les renards, qu'on les mette hors de la ville, qu'on les mette en bordure de territoire urbain, qu'on les remette entre guillemets dans la nature.
Et à l'inverse, on a Paz qui a au contraire proposé que soit reconnue la légitimité de l'investissement du lieu par les renards et que les renards puissent demeurer là où ils ont choisi d'avoir leurs petits sans que leur tranquillité soit inquiétée. Et pendant qu'il y avait toute cette affaire, il y a Amandine Sanvicens, qui est cofondatrice de l'association Paz, qui avait déclaré dans la presse « Les animaux sont exclus de notre conception des villes, or tous y sont légitimes et une cohabitation pacifique est possible. Ce que nous demandons, c'est un partage des territoires entre nous et eux. » Ce qui fait écho à une autre citation, toujours d'Amandine Sanvicens, que j'aime beaucoup aussi, qui est toute simple, qui dit « On se bat pour leur faire de la place, pas pour les déplacer. » J'aime bien la formule parce qu'elle traduit l'exact inverse d'une vision qui verrait les animaux liminaires comme des intrus ou des indésirables, ou des nuisibles. Et j'aime beaucoup aussi ces citations parce qu'elles reflètent bien la reconnaissance de l'agentivité des animaux. Parce qu'en fait, dans bien des cas, et particulièrement dans le cas des animaux liminaires, on peut considérer que les animaux votent avec leurs pieds. Une expression qu'on retrouve dans Zoocities ou dans Zoopolis, qui veut tout simplement dire qu'ils expriment leur conception de leur vie bonne, de leur choix de vie, de leur souhait, par le choix de leur lieu de vie. Et dans ce cas-là, seule une raison de force majeure peut justifier de les déloger, par exemple s'ils sont en situation de danger immédiat à cause d'un incendie, d'une inondation, ou s'ils représentent une réelle menace pour d'autres individus. Donc ça, c'est ce que j'avais à dire sur les animaux liminaires. Et on va maintenant passer aux animaux sauvages, qui est la dernière partie de ma conférence avant de conclure. Qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de l'agentivité des animaux sauvages et comment se comporter de façon juste envers les animaux sauvages? Au sujet des animaux sauvages, généralement, on pense d'emblée aux pratiques qui leur causent un tort direct et intentionnel, par exemple la chasse, la pêche, le piégeage, la captivité, etc. Et évidemment, ce sont des formes d'exploitation et de mise à mort qui doivent cesser. On voit mal comment ces pratiques auraient leur place dans un monde qui prend au sérieux la justice interespèce. Mais du coup, on pourrait tenter de conclure que la meilleure façon d'interagir avec les animaux sauvages, c'est tout simplement de les laisser en paix. Tout simplement de ne pas interagir avec eux. Et qu'il suffirait de s'en tenir à un principe simple qui est de laisser les animaux sauvages en paix, surtout qu'on a vu que les animaux sauvages peuvent être définis comme les animaux qui ne souhaitent pas participer aux sociétés humaines. Mais, encore une fois, comme on l'a vu pour les animaux domestiques et les animaux liminaires, s'en tenir à un principe de non-nuisance, généralement, ça ne suffit pas. Et dans le cas des animaux sauvages, on pourrait même dire que ça repose sur un fantasme, celui de la possibilité d'une rupture nette et étanche entre d'un côté le monde humain et de l'autre le monde sauvage, deux mondes qui ne se rencontreraient jamais, qui auraient leurs propres lois, leur propre fonctionnement, et dans lequel il ne faudrait pas d'interaction. Sauf que ce soit pour des raisons agricoles, des raisons industrielles, des raisons scientifiques, pour extraire, pour tout un tas de raisons, il y a énormément d'activités humaines qui ont un impact plus ou moins direct sur la vie des animaux sauvages. On peut penser aux routes, aux voies ferrées, aux voies maritimes, aux voies aériennes, aux lignes électriques, aux activités d'extraction de minéraux, on peut penser aux récoltes agricoles. Voilà, c'est des activités et des moments où il y a une forme de rencontre, souvent au détriment des animaux sauvages, quasi exclusivement au détriment des animaux sauvages. Mais ce n'est pas que le monde humain qui intervient dans le monde naturel, puisque c'est aussi courant que des animaux sauvages traversent d'eux-mêmes des zones anthropisées, par exemple, pendant leur migration. Du coup, la réponse à apporter à la question « Comment se comporter de façon juste envers les animaux sauvages ?» elle est beaucoup plus nuancée que simplement les laisser en paix. Parce qu'il y aura des interactions de toute façon, il y aura des rencontres, et il faut se poser la question de la meilleure attitude à adopter, du meilleur modèle de coexistence. Et il y a une citation issue de Zoopolis qui dit
L'immense majorité des animaux sauvages vivent ou se déplacent dans des régions directement influencées par les activités humaines. Et c'est une grave erreur de penser que nous pouvons nous acquitter de nos devoirs envers les animaux sauvages en transformant certains territoires en zones interdites. Du coup, quelle forme pourrait prendre une coexistence réussie et juste entre les humains et les animaux sauvages? Il y a beaucoup de choses qui ont été proposées sur cette question et je ne vais pas pouvoir parler de toutes les propositions et les tentatives à ce sujet, mais je vais m'arrêter sur une approche qui a été proposée par le philosophe Baptiste Morisot, qui est un philosophe français contemporain qui est surtout lu et connu dans les milieux écolos. Et en fait, dans le cas où il y a des conflits entre des communautés d'animaux et des activités humaines, Morisot il propose une approche fondée sur la diplomatie, une approche qu'il détaille dans son livre « Les diplomates », qui a été publié en 2016 aux éditions Wild Project. Et en fait, il explique que la diplomatie interespèces, elle doit permettre de résoudre sans violence des problèmes de cohabitation entre communautés, et que dans ce cadre, il ne s'agit plus de réguler, exterminer, apprivoiser ou contempler, mais de négocier. Pour le dire autrement, Morisot il propose de faire de la politique avec les animaux sauvages en négociant avec eux de façon diplomate et non violente. Alors, comment ça se met en place concrètement ? Eh bien, dans son livre « Les diplomates », Morisot il prend l'exemple des loups. Plus particulièrement, il va s'attarder sur le retour du loup en France, qu'il qualifie d'événement géopolitique, ce qui est assez intéressant. Il va parler donc il parle de cet événement du retour du loup et de toutes les conséquences que ça a sur les activités pastorales, parce que vous savez qu'il arrive que certains loups attaquent les troupeaux et tuent des animaux élevés. Et du coup, pour appliquer sa recette diplomate à ce cas particulier de coexistence, qui est une coexistence conflictuelle entre les activités pastorales et les meutes de loups, eh bien, Morisot il insiste vraiment sur la nécessité d'appréhender les enjeux du conflit depuis le monde cognitif des loups, depuis le monde cognitif des êtres avec qui on cherche à négocier, avec qui on cherche à résoudre le conflit. Donc pour les loups, par exemple, il dit qu'il faut adopter un raisonnement cynocéphale, c'est-à-dire se mettre en mode loup, se mettre dans la peau du loup et même dans la peau d'une meute de loups, parce qu'on sait que les loups sont des individus sociaux, que ce ne sont pas que des individus atomisés. En fait, ce sont les membres, ils font partie d'une meute, pas tous, mais la meute est très importante dans les communautés de loups. Et en fait, il ne suffit pas de se mettre à la place des loups, il faut vraiment comprendre le fonctionnement des meutes pour, si on veut négocier efficacement avec les loups. Et donc, en fait, se mettre dans la peau du loup et de la meute de loups, ça permet de concevoir un répertoire qui leur est familier pour ensuite être capable de leur faire parvenir des messages qu'ils seront en mesure de décrypter et de comprendre. Ce répertoire peut notamment être utilisé, je cite, pour poser des limites et signifier des interdits, par exemple pour concevoir et installer des répulsifs sonores ou olfactifs qui seront d'autant plus efficaces qu'ils auront été conçus avec cette forme d'intelligence éthologique du fait qu'on aura essayé de se mettre à la place des loups et qu'on aura vraiment cherché à comprendre comment ils fonctionnent, quelles sont leurs motivations, etc., leurs habitudes. Voilà. Alors l'exemple, il est beaucoup plus détaillé que ce que je vous en donne ici sommairement, mais ça vous donne un aperçu de ce en quoi peut consister une approche diplomate qui serait fondée sur la négociation avec les animaux sauvages, en sachant qu'on pourrait appliquer la recette à d'autres enjeux de coexistence, par exemple les étourneaux en Bretagne ou les flamants roses en Camargue. Par exemple, les flamants roses en Camargue peuvent causer beaucoup de dégâts dans les cultures de riz, dans les rizicultures. Donc il y a des tensions encore... il y a plein d'acteurs. En fait, il y a un bouquin qui s'appelle « Politique du flamant rose » qui est vraiment passionnant, qui a été publié d'ailleurs aussi aux éditions Wild Project, qui a publié Baptiste Morisot, qui
qui parle du fait que la présence des flamants roses en Camargue crée un tas de problèmes avec la riziculture et que du coup, il y a plein d'acteurs différents. Il y a les agriculteurs, mais il y a aussi des assos écologistes, il y a les touristes qui apprécient la présence des flamants roses, il y a tous les acteurs de gestion du littoral. Donc en fait, il y a un tas d'acteurs qui ont des intérêts divergents qui vont essayer de négocier entre eux et négocier avec les flamants roses pour à la fois qu'il y en ait, parce que pour des raisons écolo, touristiques, etc., les gens considèrent que c'est bien qu'il y ait des flamants roses, mais en même temps qu'il n'y ait pas de conflit avec les activités agricoles de Camargue. Donc c'est vraiment un exemple très intéressant qui, je pense, est complémentaire de ce que raconte Morisot dans Les Diplomates. En fait, à chaque fois, les solutions seront différentes. Il ne s'agit pas d'appliquer des solutions qu'on a trouvées pour les loups aux flamants roses, évidemment, mais dans tous les cas, le principe de justice exige que les solutions soient conciliantes plutôt que violentes. Oui, une autre raison de ne pas s'en tenir à laisser les animaux sauvages en paix, et ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est que dans un grand nombre de cas, la notion de paix, elle décrit très mal la vie des animaux sauvages dans la nature. Les animaux sauvages, en fait, ils vivent évidemment des moments de joie, de satisfaction, ils ont des interactions entre eux de plaisir, de relations sociales, etc. C'est vrai, mais ils vivent aussi beaucoup de détresse et de souffrance hors de toute intervention humaine, et pour des raisons d'origine naturelle. Donc, on peut penser évidemment aux maladies, à la prédation, au parasitisme, aux blessures, à la famine, etc. Les animaux ne sont pas du tout pris en charge pour ces problèmes. Et ce n'est pas parce que ce sont des animaux sauvages qu'ils sont magiquement adaptés à la vie dans la nature. Non, il y a énormément d'animaux sauvages, si ce n'est la majorité, qui meurent bien avant d'atteindre l'âge adulte. Ça, c'est un fait. Ça s'explique pour des raisons évolutives que j'ai, de l'histoire évolutive que j'aurai pas le temps d'aborder plus ici. Mais en tout cas, c'est un fait que la nature peut être vue comme un vaste cimetière à bien des égards, et que face à ce constat, on peut se demander est-ce qu'il faut porter secours aux animaux sauvages ou est-ce que plutôt il faut adopter une attitude de laisser-faire? Et dans le cas où on pense qu'il faut porter secours aux animaux sauvages, la question devient quelle quantité d'efforts on doit fournir et à quel point c'est légitime d'intervenir dans les processus et les environnements naturels pour des motifs d'assistance aux animaux sauvages. Donaldson et Kymlicka, dans Zoopolis, considèrent que c'est le principe de souveraineté qui doit primer à l'égard des animaux sauvages, c'est-à-dire que les communautés d'animaux sauvages devraient être reconnues comme des nations souveraines qui ont les compétences pour se gérer elles-mêmes et qui ont donc droit à l'autodétermination sur leur propre territoire et à ne pas subir d'ingérence extérieure. Ça, c'est une position qui ne fait pas l'unanimité en éthique animale, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la souveraineté des communautés sauvages et l'interventionnisme humain pour réduire la souffrance des animaux sauvages ne sont pas forcément tout le temps opposés dans les faits. Il y a des formes d'ingérence qui peuvent être justifiées dans certains cas et sous certaines conditions, ce que Donaldson et Kymlicka reconnaissent pleinement en fait. En fait, avant de lire Zoopolis, je pensais que Donaldson et Kymlicka étaient farouchement opposés à l'intervention dans la nature pour aider les animaux sauvages. Et en fait, en lisant Zoopolis, que j'ai lu seulement cet été en préparant l'article pour Mouvement, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus nuancé que ce qu'on m'en avait dit et que Donaldson et Kymlicka admettent totalement qu'il y a des situations et des cas où c'est légitime et souhaitable d'intervenir dans la nature pour venir en aide aux communautés d'animaux sauvages. Oui, donc Donaldson et Kymlicka disent « Toutes les interventions humaines ne représentent pas une menace pour les valeurs d'autonomie et d'autodétermination ». Pour donner un exemple, dans le cas de catastrophes naturelles, il peut être légitime d'intervenir dans une zone sauvage pour venir en aide à ses habitants et leur permettre de retrouver des conditions d'existence décentes, dont dépend d'ailleurs leur souveraineté ensuite.
Je ne vais pas développer cette question de l'assistance aux animaux sauvages, mais si ça vous intéresse, je vous renvoie à une conférence que j'ai donnée cet été aux Estivales de la question animale, qui est un événement qui existe depuis 20 ans, qui est une sorte d'université d'été avec plein de conférences, d'ateliers, qui rassemble plein d'animalistes francophones. Donc vous pouvez retrouver sur la page YouTube des Estivales de la question animale une conférence que j'ai donnée sur la question de la souffrance des animaux sauvages, dans laquelle je détaille notamment le travail d'une organisation qui s'appelle Wild Animal Initiative, qui a pour objectif de développer une approche informée et précautionneuse de l'assistance aux animaux sauvages, notamment en développant un nouveau champ de recherche scientifique qui serait au croisement des sciences de l'évolution, de l'écologie et des sciences du bien-être animal, pour se demander comment, si et comment on peut intervenir dans la nature pour aider les animaux sauvages. Alors, on arrive à la conclusion. Et en guise de conclusion, je vais rappeler 3 points que j'ai évoqués dans la conférence. Le premier, c'est que la réflexion en éthique animale, si elle veut contribuer à donner des pistes concrètes pour l'avancée de la cause animale, doit aller au-delà du principe moral consistant à ne pas faire de tort aux animaux. Et c'est ce que proposent les réflexions qui se revendiquent du tournant politique en éthique animale, dont j'ai parlé dans la première partie, dont fait partie Zoopolis. Mais il n'y a pas que Zoopolis, le tournant politique ne se résume pas à Zoopolis. Ensuite, et ça c'est directement issu de ce que j'ai dit à propos de l'agentivité animale, c'est qu'on ne sait pas encore à quoi va ressembler une société post-abolition, une société débarrassée de l'exploitation animale, débarrassée du spécisme, parce que cette société, elle sera co-construite avec les autres animaux, à partir du moment où ils seront reconnus comme des sujets politiques et que leur agentivité sera mieux prise en considération. Pour le dire autrement, les mouvements antispécistes pourraient être davantage organisés de façon à ce que les autres animaux puissent eux-mêmes proposer des réponses et des orientations aux mouvements politiques. Et enfin, cette utopie interespèce, elle est déjà à l'œuvre partout où l'agentivité animale est reconnue et utilisée pour ajuster l'organisation sociale. Donc, par exemple, au sein de la communauté interespèce du sanctuaire Vine, ou alors à chaque fois qu'une campagne de Paris Animaux Zoopolis aboutit et permet à des animaux liminaires d'investir paisiblement les lieux qu'ils ont choisi d'investir, ou bien encore quand on est capable de négocier sans violence avec les animaux sauvages ou de leur venir en aide de façon judicieuse. Alors, les exemples que j'ai donnés n'étaient pas du tout exhaustifs, mais je pense qu'ils suffisent pour comprendre que ce n'est pas l'abolition d'abord et Zoopolis ensuite. Ça, on peut être tenté, et c'est peut-être aussi la façon dont je l'ai présenté au début, c'est-à-dire les considérations d'abolition d'abord et ensuite les considérations politiques. Mais en fait, tous ces exemples montrent bien qu'on peut favoriser l'agentivité animale dans un monde qui est encore largement spéciste. Et en fait, l'enjeu, c'est de multiplier ces situations où on prend au sérieux les intérêts des animaux et d'en tirer des enseignements qui peuvent être utiles au mouvement antispéciste et qui peuvent accélérer la venue d'un monde interespèce juste. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et j'espère que vous avez appris des choses, que vous avez trouvé ça intéressant et je répondrai volontiers à vos questions si vous en avez.